Bien, c'est maintenant la petite minute de publicité, pas pour Yves Tréhard qui va me succéder à la tribune et qui n'en a pas besoin, mais parce que vous me verrez peut-être tout à l'heure, vers la fin de la cérémonie, m'esquiver un peu rapidement. Ce n'est pas du tout parce que je désapprouve les ultimes choix de mes camarades du jury, mais parce qu'à 21h, je dois entrer en scène au théâtre de Passy, dans la peau de Paul Morand, et ça nécessite un tout petit peu de transformation. Je vous invite d'ailleurs tous à venir voir cette pièce, Mademoiselle Chanel en hiver. Nous allons maintenant remettre le prix du sénateur de l'année, qui aurait pu être le prix de la sénatrice de l'année, et qui sera les deux. C'est assez régulier dans l'histoire du trombinoscope de récompenser des duos de parlementaires, parce que dans ces assemblées, on sait parfois faire tomber les étiquettes pour s'unir et travailler en profondeur sur un sujet d'intérêt général. Ça n'empêche pas l'opposition, l'adversité, mais ça montre qu'il y a quelque chose au-delà de la politique qui s'appelle l'intérêt général. Pour remettre le prix de sénateur et sénatrice de l'année 2022, je demande à Yves Tréhard de venir sur la scène. Pour le Figaro, bien sûr. Cher Christophe Paul Morand, Madame la Présidente, Madame l'Ambassadrice, Messieurs, Mesdames les sénateurs, sénatrices, députés, et je ne ferai pas de l'écriture inclusive, comme certains ont pu le faire tout à l'heure. S'il fallait la preuve que l'expression « train de sénateur » est complètement dénuée, eh bien, Madame Assassi, Monsieur Bazin, vous l'avez apporté. Vous l'avez apporté avec cette commission d'enquête que vous avez menée rondement sur le travail des agences et des cabinets privés de conseil qui apportent leur contribution à certaines décisions de la sphère publique. Et vous avez mené ça tellement rondement et de façon tellement efficace que le sujet s'est invité au cœur de la campagne électorale de la présidentielle de 2022 et que ça a quand même créé un peu le trouble. Et puis très rapidement aussi, eh bien, cette commission, le rapport que vous avez rendu, s'est transformé en une intention de faire une proposition de loi, justement, pour davantage réguler le travail de ces fameux cabinets. On attend impatiemment les débats qui vont les accompagner. À mon avis, ils vont être assez agités, assez fournis, si tenté, vous me permettrez, que cette heure arrive et vous me permettrez d'en douter. Alors, je vais un peu calmer quand même cet enthousiasme en vous disant que vous n'avez pas découvert la Lune en faisant ce travail, et vous n'avez pas inventé l'eau chaude non plus. Ça faisait quand même très longtemps qu'on savait qu'il y avait des cabinets conseils qui travaillaient pour des ministères, pour la sphère publique. Mais simplement, ça a pris un volume énorme, ça a pris une importance considérable. Aujourd'hui, en 2021, je crois que ça a dû correspondre à peu près à 1 milliard d'euros de dépenses dans un pays où on ne compte plus, c'est vrai, mais où on n'a pas beaucoup d'argent à dépenser, plus beaucoup d'argent à dépenser, même si on vit évidemment à crédit. Alors, ça c'est pour l'anecdote, mais c'est vrai que ça serait important de réguler tout ça, parce que je trouve que cette dépense est symptomatique d'un État chez nous qui ne fonctionne plus correctement. Et cette dépense systématique en recourant à des cabinets conseils, eh bien, ça montre deux choses l'une. Soit l'État est devenu complètement incompétent, soit, eh bien, il organise son incurie. Ce qui est tout aussi grave, et peut-être encore plus grave. Et quand on voit le délitement de certains services publics aujourd'hui en France, qui étaient jadis une fierté nationale, eh bien, dans les transports, l'hôpital, l'école ou ailleurs, eh bien, on est pris de vertige et on prétend que ces cabinets de conseil ne font que conseiller, mais j'ai bien peur que malheureusement la décision finale revienne parfois non pas à l'autorité publique, mais à ces cabinets de conseil précisément. Est-ce toujours vrai? J'ai la faiblesse de penser qu'ils sont de plus en plus décideurs
Et le début de la campagne de vaccination en France contre le Covid-19 semble l'avoir d'ailleurs démontré de façon assez significative. Et au passage, d'ailleurs, ce cabinet de conseil, c'est un journaliste du Figaro qui le dit, on peut aussi un peu dénoncer le fait qu'il paye très peu d'impôts chez nous et qu'il joue à fond l'optimisation fiscale, ce qui est après tout à fait légal, et pour cause, il la joue puisqu'ils connaissent par cœur les règles du jeu. Et le proverbe dit vrai, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et s'il y a un petit scandale, eh bien, il est ici. Alors parlons de vous un peu maintenant. Eliane Assassi, vous avez donc lancé avec votre groupe communiste au Sénat cette commission d'enquête, et vous êtes vraiment, j'ai regardé un petit peu votre parcours politique, de la race des Français qui s'engagent en politique et qui s'engagent pas pour faire semblant, et très jeune, avec des convictions chevillées au corps, puisque vous avez rejoint le Parti communiste français à l'âge de 14 ans, si je ne me trompe pas, quand d'autres pensaient davantage... alors là, j'ai hâte de m'attirer des sifflets à la Marelle, à moins que vous préfériez, à l'époque, jouer au football. Vous êtes donc élue de Seine-Saint-Denis et vous êtes sénatrice depuis 2004, mais auparavant, vous avez connu le travail en usine, alors que votre mère faisait des ménages. Merci à vous aussi, Arnaud Bazin, qui a travaillé avec vous, et qui, lui, a découvert la politique un peu plus tardivement. Il est devenu sénateur en 2017, mais vous avez été élu local, notamment dans cette bonne ville de Persan, dans le Val d'Oise, et vétérinaire de métier. Alors lui, vous, la politique vous habite quand même, parce qu'on sent que vous êtes convaincu et que vous avez des réelles convictions, mais alors vous avez fait un drôle de choix. Vous avez adhéré à un parti en voie de disparition en 2015. Je me suis peut-être trompé, c'est le Parti des Républicains, pardon. Bon, vous confirmerez ça, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une femme de gauche et un homme de droite qui travaillent main dans la main, c'est la preuve que les bonnes causes n'ont pas de frontières partisanes. Pardon. D'ailleurs, la proposition de loi que vous vouliez porter a été co-signée par la quasi-totalité, ce qui n'est pas toujours fréquent, des membres de la commission d'enquête que vous avez pilotée. À vous désormais de convaincre le gouvernement de votre texte pour qu'il aboutisse. Et ça, à mon avis, c'est une autre paire de manches. Bravo à vous. C'est vrai qu'on s'entend bien avec Arnaud. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Trombinoscope et Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, je voudrais vraiment vous remercier pour ce prix, et je voudrais moi aussi remercier un certain nombre de travail, parce que le rapport que nous avons rédigé, sur lequel nous avons travaillé, est le fruit aussi de plusieurs éléments. Je voudrais d'abord partager et remercier les élus de mon groupe, les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, que j'ai l'honneur de présider depuis plus de 10 ans maintenant. Les remercier et partager ce prix avec eux, parce que c'est ensemble, collectivement, que nous avons fait le choix du thème de cette commission d'enquête, l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Partager aussi ce prix avec les instances du Sénat qui ont validé le thème de cette commission d'enquête. Partager aussi avec l'ensemble des membres de la commission d'enquête, et particulièrement, même s'il a reçu lui aussi un prix, avec Arnaud Bazin, qui a présidé avec talent cette commission d'enquête. Ensemble, je crois que nous pouvons vous dire toute notre reconnaissance, car ce prix
distingue un beau travail sénatorial, un travail collégial, un travail transpartisan, respectueux, avec beaucoup de bienveillance aussi, car cela a été dit, Arnaud est membre du groupe Les Républicains au Sénat, et je suis donc une communiste convaincue, et ce depuis des décennies. Et nous avons pu trouver ensemble le chemin qui a abouti à ce beau travail sénatorial. Je voudrais aussi remercier et partager ce prix avec les collaboratrices et les collaborateurs de mon groupe, car je dois dire qu'ils ont... il y avait la commission d'enquête, bien évidemment, mais il y avait d'autres choses, hein. Il y avait des textes en séance. Ils m'ont aidé, et puis je dois dire qu'ils m'ont quand même quelquefois supporté durant ces plusieurs mois. Et enfin, remercier les administrateurs du Sénat, mettre ici à l'honneur leur talent, leur professionnalisme. Ce sont des fonctionnaires qui ont le sens de l'intérêt général. Et je dois dire que le rapport qui est là, c'est grâce à eux, parce qu'ils nous ont accompagnés pour organiser nos auditions. Et puis, ils ont pris le temps d'éplucher, d'analyser des milliers de documents. Et sincèrement, je les remercie. Alors, je dois dire que nous ne nous attendions pas du tout à la résonance qu'a pu prendre ce rapport. Sincèrement, la presse avait pourtant fait un énorme travail sur les cabinets de conseil privés. J'ai lu tous les publications qui ont été faites bien avant effectivement que nous décidions de cette commission d'enquête. Et il y avait déjà dans la presse certains éléments qui nous laissaient à penser que quelque chose ne fonctionnait pas bien dans notre pays. Et il faut dire que plusieurs auditions publiques ont rapidement montré que nous étions face à un phénomène que nous qualifions de tentaculaire, un manque flagrant de transparence sur les missions qui sont confiées à des cabinets privés, et je dois le dire, trop souvent un ratage, je vais le dire comme ça, dans les missions qui ont été confiées, qui pour autant ont été payées avec de l'argent public, alors sans parler des missions dont on peut encore s'interroger, me semble-t-il, sur la pertinence. Adopté à l'unanimité des membres de la commission d'enquête représentant chaque groupe politique du Sénat, mon rapport a été donc adopté à l'unanimité et ses recommandations ont été effectivement reprises dans une proposition de loi. J'y viens. Celle-ci a été adoptée à la quasi-unanimité au Sénat au mois d'octobre dernier. Nous sommes au mois de février 2023. Il conviendrait peut-être maintenant, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, qu'elle soit débattue et soumise au vote des députés. Or, je dois dire, parce que nous nous heurtons quand même à un mur de la part du gouvernement. Alors, c'est dommage, c'est vraiment dommage, car la France s'honorerait d'être le pays précurseur en la matière, d'autant que des collègues parlementaires d'autres pays, et je pense particulièrement au Canada, portent les mêmes exigences que nous. Ils sont en train de travailler sur une commission d'enquête et sur le recours à des cabinets privés. Et il y a déjà des sommes faramineuses qui explosent dans la presse. Alors je profite de ce moment qui est offert par le Trombinoscope pour vous adresser un message aussi à Madame la Première ministre, vous adresser un message, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, pour vous demander, je ne vous prierai pas, mais c'est une doléance, pour vous demander d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat. Je crois qu'on ne peut pas se contenter de l'Assemblée, pardon, je crois qu'on ne peut pas se contenter quand même de quelques annonces ici ou là, comme encore quelques annonces la semaine dernière, qui ne règlent rien sur le fond, d'autant que des journalistes, là encore, publient régulièrement des nouvelles informations sur des missions qui sont confiées à des cabinets privés, et ce, toujours dans la plus grande opacité. Donc, encadrer le recours à des cabinets est une exigence démocratique à laquelle il conviendrait de répondre, et ce, au plus vite. Je vous remercie.
Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame l'ambassadrice, mes chers collègues parlementaires, Monsieur le Président de l'AMF, Monsieur le Président du Trombinoscope, Mesdames et Messieurs, quand on est président d'une commission d'enquête, il est très pratique d'avoir une rapporteure de la trempe d'Éliane Assassi parce qu'elle a dit tout ce qu'il y avait à dire. Ce qui fait que l'exercice qui m'échoit maintenant est un peu délicat. Je vais quand même peut-être apporter quelques précisions, bien que son propos ait été particulièrement fouillé. Et commencer bien sûr par des remerciements. Des remerciements d'abord à la presse, qui nous fait l'honneur de nous distinguer de cette façon. Je signale d'ailleurs à la presse que dans les 2 opuscules de notre rapport, il y a une mine d'informations qui demande encore à être approfondie par vos moyens d'enquête, puisque vous nous avez donné déjà de la matière dans nos premiers travaux, nous les avons utilisés, synthétisés, nous les avons complétés, et maintenant nous les restituons au public pour qu'il continue à vivre, cela va de soi. Je voulais aussi remercier tous mes collègues de la commission d'enquête, car ils y ont été d'un grand apport, ils y ont été assidus, ils ont posé des questions qui ont relancé bien des débats, et je crois que ça a été une belle aventure partagée par nous tous. J'associe aussi mes remerciements à nos administrateurs. Nous avons réalisé 40 auditions, entendu 47 personnes sous serment et analysé 7300 documents. Alors je vais vous dire la vérité, ce n'est pas Éliane Assassi et Arnaud Bazin qui ont analysé 7300 documents, d'ailleurs souvent reçus dans la nuit et analysés pour le lendemain matin. Non, ce sont nos administrateurs du Sénat sans qui évidemment nous n'aurions pas pu rendre ce rapport ni synthétiser tous ces éléments sous forme d'une proposition de loi, donc je voulais aussi très solennellement les remercier ce soir. Alors je suis très heureux que nous soyons distingués pour ce travail, parce que ça permet de mettre en lumière une fonction absolument essentielle du Parlement que nos concitoyens ne connaissent pas. Ils pensent que nous votons la loi et que nous avons quelques discussions animées au moment des questions d'actualité au gouvernement. Mais nous avons aussi une fonction de contrôle qui est très chère au Sénat et à son président d'ailleurs. Et cette fonction de contrôle, elle est vitale pour notre démocratie. Nous n'avons pas voulu, Monsieur Tréhard, désolé de vous contredire, semer le trouble, mais justement mettre un peu d'ordre. Et c'est notre participation à un ordre républicain meilleur que vous avez distingué là. En effet, au-delà de ce rapport, il y a une proposition de loi de 19 articles qui propose de mettre de la transparence dans l'intervention des cabinets de conseil, car personne ne met en doute la nécessité pour l'État de recourir à l'occasion, quand c'est justifié, à ces cabinets de conseil. Donc de la transparence, d'une part, mais aussi du contrôle. L'explosion, la multiplication par 2 en 3 ou 4 ans des dépenses en la matière n'est pas justifiable. Donc il faut qu'il y ait des systèmes qui permettent de maîtriser cela. Mais aussi mettre de la déontologie, qui est purement déclarative aujourd'hui de la part de ces cabinets et absolument pas suffisante à nos yeux. Et enfin, que nous préoccupions de ce que deviennent les données, nos données à nous, Français, des données de l'État, qui sont donc remises à ces cabinets pour les traiter. Nous devons nous préoccuper de ce qu'elles deviennent par la suite. Voilà. Donc, transparence, contrôle, déontologie et surveillance un peu précise des données. Voilà le travail que nous proposons, Madame la Présidente, et je ne doute pas que cela suscitera beaucoup d'intérêt de la part de nos collègues députés. Voilà, donc je me réjouis de ce travail partagé. Nous avons montré au Sénat que nous pouvons travailler de façon transpartisane pour l'intérêt général, et je crois que c'est à mettre aussi en évidence devant nos compatriotes qui parfois désespèrent un peu de leur représentation nationale. Bien, il y a quelques motifs d'espérer, j'en suis très heureux.